Bonjour à tous, donc voici une deuxième vidéo pour notre deuxième lundi en confinement, une petite promenade pour vous faire découvrir un lieu de Bruxelles, une œuvre d'art et un artiste. Alors évidemment quand je parle de promenade, je veux parler de promenade dans les respects du confinement. Je ne vous demande pas de tous aller dehors et d'aller visiter Bruxelles jour après jour, mais c'était plutôt si vous êtes dans le quartier d'une de ces maisons, si vous êtes dans le quartier d'un de ces endroits, eh ben, vous savez où regarder, vous savez où vous arrêter, et puis surtout dans le futur, quand vous promènerez où vous voulez à Bruxelles, vous pouvez aussi comme ça avoir toutes ces petites données pour vos futures promenades après le confinement. Alors aujourd'hui, on va parler du Temple du Mois, avenue des Courses. Alors l'avenue des Courses se situe à Ixelles, près du bois de la Cambre et tout près de l'Université libre de Bruxelles. Elle se trouve donc dans cette intersection avec l'avenue Jeanne et elle donne sur le carrefour de l'Étoile. Au 41 avenue des Courses, il existait à l'époque, au 19e siècle, une maison très importante qui aujourd'hui a disparu. Elle a été détruite en 1938 pour faire place à cet immeuble à 6 étages que vous voyez aujourd'hui. Toutefois, dans cette image, il y a un détail très important qui est celui-ci, qui est ce petit bout de mur, ce petit bout de coin de mur qui, vous voyez, n'est en accord avec aucun style des maisons aux alentours, qui semblent un peu isolées là dans cette avenue des Courses qui, vous voyez, donc donne sur le bâtiment Solvay de l'Université libre de Bruxelles. Alors d'où vient ce petit bout de mur? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il provient d'une maison très importante qui a été construite entre 1900 et 1902, qui se situait donc au 41 avenue des Courses, qui était une maison spectaculaire. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve ici donc dans le muret de cette maison à l'époque le même donc, style et on retrouve donc les vestiges de ce petit mur qui existe aujourd'hui et qui sont là en fait les seuls restes de cette magnifique demeure. Si on continue à regarder cette image, on voit que sur la fenêtre, il y a un monogramme, on regarde de plus près, et ce monogramme appartient à un artiste qui vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Fernand Knopf. Et donc le 41 avenue des Courses était la maison construite par Fernand Knopf aux alentours de 1900-1902 pour abriter ce qu'il appelle sa maison atelier ou son temple du mois, comme on l'a souvent cité pour parler de cette maison. Alors Fernand Knopf est un peintre symboliste, c'est-à-dire qu'il fait partie de ce grand mouvement à la fin du 19e siècle d'artistes qui ont voulu prendre de la distance avec l'impressionnisme, avec cette envie de représenter l'atmosphère, de représenter la nature, de représenter la réalité. Ils ont pris un pas en arrière, ont suivi plutôt le mouvement romantique, le mouvement littéraire, le mouvement poétique, pour offrir une œuvre d'art, une œuvre plus faite de symboles, plus faite de mystères. Ici, c'est une œuvre assez importante de Fernand Knopf, qui est le portrait de Marguerite, qui est conservé au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Et vous voyez qu'au-delà du portrait, il y a tout un mystère. Il y a cette robe blanche, ces gants blancs, la couture de la robe qui normalement est au dos se trouve ici devant, qui crée cet aspect de confinement que la jeune fille nous fait éprouver, qui est aussi intensifié par les différents encadrements de portes qui se trouvent autour d'elle, et puis cette mystérieuse boule dorée. Donc voilà, ça c'est typique de l'œuvre symbolique, de l'œuvre de Knopf, ces œuvres mystérieuses, ces œuvres à déchiffrer, comme l'œuvre qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui. Alors, Fernand Knopf est un membre de l'avant-garde belge. Il va participer au groupe des 20, qui est un groupe de jeunes artistes qui se forment en 1883. Ils vont avoir 10 salons, et pendant ces 10 salons, donc entre 1884 et 1893, Bruxelles va devenir, grâce au groupe de 20, une capitale des arts, puisqu'ils vont inviter des artistes aussi importants que Monet, Gauguin, Van Gogh et toute la série de grands artistes de la fin du 19e siècle. Mais Fernand Knopf va aussi participer au Salon de la Rose-Croix, qui est un salon ésotérique très important à Paris, et puis surtout aux différentes sécessions, à la session de Munich et à la sécession viennoise, qui est assez connue, puisque des artistes comme Gustav Klimt ou Egon Schiele ont été vraiment des artistes importants qui ont développé tout ce mouvement. Knopf a participé
activement à ces salons. Vous voyez ici une couverture de Vers Sacrum qui était la revue de référence de base de la sécession viennoise, et cette couverture en 1898 a donc été réalisée par Fernand Knopf. Il faisait vraiment, c'était un membre actif de cette sécession et de ce mouvement d'avant-garde. Enfin, il s'agit d'un artiste bruxellois. Alors Knopf n'est pas né à Bruxelles et il a passé une grande partie de son enfance à Bruges, mais il est arrivé au cours de son enfance à Bruxelles et il ne va plus jamais vraiment quitter cette ville. Il va avoir une carrière internationale, comme je vous l'ai dit, il va voyager à Munich, voyager à Vienne, aussi avoir un lien très important avec Londres et avec Paris bien évidemment, mais il va s'établir à Bruxelles, faire sa carrière à Bruxelles. Il s'agit vraiment d'un artiste bruxellois. Son lien avec Bruges va rester important puisque pour Knopf, Bruges reste cette ville un peu fantasmagorique, cette ville du souvenir, cette ville de son enfance. Et il est connu que Knopf n'a plus jamais voulu retourner à Bruges pour pouvoir conserver dans son esprit ses souvenirs d'enfance et avoir une idée de cette ville comme quelque chose d'un peu proche du rêve, proche de l'irréel. Si c'est une œuvre assez magnifique qui représente un Bruges justement un peu imaginé, puisque ces maisons font référence à Bruges, mais en même temps vous voyez cette mer qui entre dans l'image comme une forme justement de réel irréel. Il a fait plusieurs œuvres représentant Bruges dans ce même type d'atmosphère. Alors Knopf à Bruxelles, il a eu une vie assez bien remplie. J'ai mis ici en quelques points, mais j'aurais pu le démultiplier, ces lieux à Bruxelles, là où il y a une référence à sa vie. Donc évidemment, il a étudié en tant que jeune étudiant à l'Athénée royal de Bruxelles qui se trouvait à Saint-Jost-Node, ici. Ensuite, il s'est inscrit à la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, de l'ULB de l'époque qui était au centre-ville à la fin du 19e siècle. Il s'est ensuite inscrit à l'Académie des Beaux-Arts, qui se trouve là où elle se trouve aujourd'hui. Donc il a habité avec ses parents pendant longtemps avec la rue Saint-Bernard, avant de construire sa maison au 41 avenue des Courses. Il a travaillé à l'hôtel de ville de Saint-Gilles, dont je vais vous parler, où il a réalisé des peintures monumentales pendant la fin de sa vie. Il a travaillé au Théâtre Royal de la Monnaie pour faire des costumes d'opéra, des décors d'opéra. Et puis il a été enterré au cimetière de Laken. Voilà, donc en quelques points, une vie d'artiste, mais vous voyez que Bruxelles a vraiment été le centre de son activité. Donc comme je vous le disais, Knopf, avec sa famille, a habité au 1 rue Saint-Bernard à Saint-Gilles. Vous trouverez d'ailleurs cette plaque sur la maison, cette maison que vous voyez ici, qui est au coin, qui a été un restaurant pendant assez longtemps. Et donc c'est une maison qu'il a habitée d'abord avec sa famille, jusqu'en 1900, et c'est en 1900 qu'il décide de dessiner les plans de sa future maison atelier, qui va quitter cet endroit où il avait vécu de nombreuses années. Et justement, les plans de cette maison, Knopf a été très actif dans la réalisation de ce bâtiment, mais il a fait appel à un architecte qui est Édouard Pelsener. Comme vous voyez ici, ce plan, tous les plans de la maison sont encore conservés, donc vous voyez que ce plan est assez proche de la façade dont je vous ai montré, avec la statue d'Aphrodite ici, la porte d'entrée et le monogramme de Knopf dans la fenêtre. Vous voyez qu'il est signé de Pelsener et de Fernand Knopf, il est daté et il est situé. Pelsener est un architecte qui était assez actif à Bruxelles. Une de ses maisons les plus connues, que vous devez peut-être connaître, est une maison qui s'appelle la Maison des Hiboux, qui se trouve au 55 avenue Bruckmann, qui a été réalisée en 1899. Et donc vous voyez les hiboux en sculpture ici, et puis il y a aussi des magnifiques graphites, et les fenêtres aussi, le dessin des fenêtres est assez superbe, et elle a été plus ou moins bien conservée, donc c'est une maison, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller vous y promener et regarder la façade pendant un moment. C'est une maison assez impressionnante. Quand on regarde les plans de la maison imaginée par Knopf, ce temple du moi, comme il l'appelait, vous voyez ici c'est un plan. Vous retrouvez donc l'avenue Jeanne. Ici c'est aujourd'hui le boulevard, l'avenue Roosevelt. L'avenue Jeanne et ici l'avenue des Courses qui se situe ici, et donc le petit muret qu'on a vu est sans doute celui-ci qui reste de toute cette bâtisse. Vous voyez évidemment que dans ce plan l'atelier prend une place
assez grande, et vous allez voir que Knopf va avoir son grand atelier ici, plus un deuxième atelier ici. Et toute sa maison est construite autour de sa propre personne. Il s'agit de couloirs où ses œuvres sont exposées, un salon pour écouter sa musique, la salle à manger qui est tout à fait simple, les deux ateliers. Tout a été pensé vraiment comme une maison atelier par l'artiste lui-même. Et cet atelier, on a des photos, puisqu'une journaliste anglaise de Studio, qui était une revue anglaise, est venue à Bruxelles pour rencontrer Knopf dans cette maison atelier, et donc elle a pris des photos de l'époque et a fait des très belles descriptions. Donc même si la maison n'existe plus aujourd'hui, on a encore une vision très nette de à quoi elle devait ressembler. Ceci est donc le grand atelier de Knopf, grand atelier où autour des murs, vous voyez, étaient exposées des œuvres terminées. L'autre atelier servait à mettre les œuvres qui étaient en cours de réalisation. Un des détails qui est assez intéressant, c'est qu'au centre de cet atelier, qui était au centre de la maison, vous voyez que Knopf a tracé un cercle doré sur le pavement blanc de son atelier, et c'était dans ce cercle qu'il réalisait ses œuvres. Il y a quelque chose évidemment de très centré, aussi de très isolé, puisque Knopf va vivre pour la plupart de sa vie seul dans cette maison. Il va épouser une jeune femme en 1908, mais en divorcer en 1911. Donc ce temple du moi, cette maison d'isolement, a vraiment été pensée en tant que telle par Knopf et faisait partie aussi de sa façon de percevoir les choses, de percevoir son art, de percevoir cette espèce de recueillement sur sa personne pour pouvoir créer, pour pouvoir peindre ses réalisations. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que la devise de Knopf était « on n'a que soi », comme vous pouvez le voir ici dans un ex-libris qu'il avait réalisé. Donc ces illustrations qu'on met dans les livres à l'époque. Et cette phrase de « on n'a que soi » est une phrase qui va se retrouver dans plusieurs endroits de son atelier et de son intérieur. Vous voyez que Knopf est un personnage évidemment très particulier. Cette maison atelier reflète sa personnalité. Et je voulais qu'on s'attarde aujourd'hui sur une œuvre qui fait référence d'ailleurs à ce ex-libris par les fleurs qui y sont représentées, par les lys. Et vous allez voir donc qu'il s'agit d'une de ses œuvres typiques, qui est I lock my door upon myself, une œuvre splendide qui est conservée à Munich, qui a été réalisée en 1891. C'est une huile sur toile qui fait donc 72 sur 1,40 m, donc c'est un beau format. Cette œuvre est tout à fait iconique. On y retrouve les grandes parties de ce que fait l'œuvre de Fernand Knopf, cette impression de mystère, ces jeunes filles isolées, seules, cette solitude, ce silence, une façon de peindre qui fait référence à de la peinture ancienne. On a presque un sentiment de fresque, un sentiment presque italien en regardant cette œuvre. Cette atmosphère presque poétique, presque aussi musicale, qui fait que Knopf est aujourd'hui un des grands représentants de la peinture symboliste, et cette œuvre aussi est une œuvre iconique pour la peinture symboliste aussi. Donc je propose qu'on s'y attarde un peu pour l'analyser, pour mieux la comprendre et la découvrir. Donc quel est le sujet ? I lock my door upon myself est une phrase d'une poésie réalisée par Cristina Rossetti, et la poésie s'appelait Who Shall Deliver Me. Cristina Rossetti était la sœur d'un grand peintre pré-raphaélite, Rossetti, Gabriel Rossetti, comme vous connaissez peut-être Burne-Jones, donc tous ces peintres pré-raphaélites qui étaient très fort attirés par une forme de renaissance avant Raphaël, d'où le nom, aussi par une forme de Moyen-Âge, par une forme de représentation du monde très poétique, très tirée justement vers la littérature, la musique aussi, et cette communauté d'artistes qui vivaient en Angleterre était une communauté que Fernand Knopf connaissait personnellement. Il avait été à Londres les rencontrer plusieurs fois. Il a un lien esthétique très fort avec les pré-raphaélites aussi. Et donc, il n'était pas étonnant que ce poème de Cristina Rossetti ait inspiré Knopf et qui s'est permis de donner le titre d'une œuvre par une citation d'une de ses poésies.
Toutefois, lorsqu'on lit cette poésie, on est évidemment aussi dans du métaphore, dans de la suggestion. Il ne s'agit pas d'une poésie qui explique quelque chose, qui narre quelque chose, qui raconte quelque chose. Et donc cette poésie ne nous offre pas les clés pour comprendre l'œuvre de Fernand Knupp. Il faut donc s'extraire un peu de cette poésie et plutôt regarder la peinture qu'on a devant soi et surtout regarder les symboles, puisque au premier regard, lorsque vous voyez cette œuvre, vous êtes marqué par évidemment tous ces objets différents qui composent cette œuvre. Ce n'est pas juste le portrait d'une jeune femme, il y a tous ces différents éléments, à commencer par ces 3 fleurs qui arrivent au premier plan, hein, qui nous rencontrent avant que nous puissions rencontrer la jeune femme. Et donc on comprend que tous ces petits objets, toutes ces petites références doivent être des symboles que nous devons déchiffrer. Ce qui fait partie évidemment du charme de la peinture symboliste, c'est cette volonté de déchiffrer, cette volonté de comprendre un sens qui serait caché. Alors prenons le temps justement de regarder ces différents éléments. Le premier, comme je vous le disais, c'était ces 3 lys. Alors il ne s'agit pas de lys blanc, comme à l'habitude, hein, le lys blanc qui représente la pureté, qui est représenté évidemment dans les annonciations de la peinture religieuse. Ici, on est dans des lys qui sont presque roux et qui font référence en fait à la couleur des cheveux de cette jeune femme. Le roux aussi était cette couleur souvent utilisée par les préraphaélites, couleur aussi de cheveux de légendes celtiques, de légendes plus moyenâgeuses qui avaient beaucoup de succès à l'époque. Mais surtout, lorsqu'on regarde ces 3 fleurs, de droite à gauche, donc quand on regarde cette première qui semble être un bourgeon, cette deuxième qui semble être la fleur dans toute sa beauté, complètement ouverte, et la troisième qui montre un début de fanaison de la fleur. On a un rythme de vie, un cycle de vie qui est représenté ici, et cette découpe du tableau en 3 n'est pas anodin parce que le 3 est souvent un chiffre de composition, mais qui fait aussi rappel au triptyque, hein, le tableau d'hôtel moyenâgeux, où il y avait un panneau central et puis 2 volets. Il y a un rythme qui est imposé par ces fleurs et une forme de symbolique qui amène à penser à la vie, au passé, au présent et au futur. Un autre élément assez impressionnant qui attire en fait notre attention assez rapidement, lorsqu'on a passé le lys, qu'on a rencontré la jeune femme, on est attiré par cette vision d'une ville qui est probablement Bruges, et on ne comprend pas très bien justement s'il s'agit d'une peinture ou d'une fenêtre. On ne sait pas pourquoi, mais le côté fenêtre ne semble pas être une possibilité. Il n'y a pas de châssis, on a ce côté assez sombre, ici il y a cette partie assez sombre au-dessus de cette découpe. On sent qu'il y a quelque chose aussi de très, on va dire, pictural dans cette représentation. Et donc on se retrouve face, pas non à une ouverture réelle vers un monde justement réel de l'extérieur, mais plutôt face à une image. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie, cette image? À une ville déserte, sans doute à Bruges, qui a donc toute cette symbolique pour Knupp de cette ville rêvée, de cette ville de l'enfance, de cette ville morte, comme il va l'appeler, puisque Bruges a cette représentation d'une ville qui a été abandonnée. Et puis surtout, ce personnage au centre de cette scène, une silhouette noire. Alors évidemment, une silhouette noire ne peut faire que référence à une forme de représentation de la mort, qui pourrait être aussi une représentation de la solitude, ou juste une incarnation de ce silence, ou en tout cas de cette ville qui semble inanimée. La représentation de la mort pourrait être aussi une bonne explication, puisque ci-dessous, un détail très particulier, c'est une forme de bulle argentée que Knupp a peint, et lorsqu'on zoome sur cette bulle argentée, on a presque l'impression de voir le visage d'un spectre, comme une forme d'apparition, d'être fantastique, ou d'esprit, une petite bulle de pensée, une petite bulle d'esprit qui pourrait faire référence à une représentation de la mort, de l'ailleurs, et d'une présence en tout cas disparue. Évidemment, le titre nous amène à ressentir l'effet d'enfermement
I lock my door upon myself, c'est une phrase qui explique qu'on s'est enfermé à l'intérieur de soi-même. Et donc, toutes ces choses qui pourraient être des ouvertures, comme la fenêtre qui en fait est plutôt une œuvre d'art, un tableau, une représentation, vous voyez que derrière la jeune fille, il pourrait y avoir une forme de porte, mais ce n'est pas clair, elle semble ouvrir vers en fait une autre forme de couloir, avec une fenêtre qui donne sur quelque chose de très sombre, de très noir. Là, de nouveau, le monde extérieur ne semble pas être accessible. Comme ces deux cercles, ici et là, qui pourraient être des miroirs, qui pourraient être des vitres. De nouveau, il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais on y voit le reflet d'autres vitres à l'intérieur, qui reflètent aussi quelque chose de très sombre, de très fermé. Il y a donc ce sentiment de double enfermement. Même un miroir, même une fenêtre, vient ouvrir sur un reflet d'une réalité fermée. C'est pour ça que c'est intéressant de voir cette mise en scène. Toute chose dans cette œuvre est amenée à penser une forme justement d'isolement, d'enfermement. Le monde extérieur ne semble pas avoir atteint cet espace-là, cet espace confiné. Il y a beaucoup d'autres éléments. Le premier ici, c'est une forme de baguette qui semble être terminée par une flèche qui est posée sur cette forme de table. Justement, il y a cet objet-ci, c'est une table. Des personnes ont dit que ça faisait penser à un autel d'église aussi. Et puis ce lourd velours noir qui est posé dessus, qui amène aussi une pensée plus mortuaire, plus funéraire. Ce lourd tissu noir qui vient occuper toute cette partie de l'œuvre d'art. Vous voyez ici pendre d'un espace ailleurs du tableau une cordelette, et à cette cordelette un bijou en forme de couronne, bijou doré. Donc tous ces éléments, qu'est-ce qui crée, au-delà de comprendre quelle est la vraie symbolique, qu'est-ce que Knopf a voulu dire, et je vais arrêter le suspense maintenant, c'est que il est presque impossible de déchiffrer les tableaux de Knopf de manière exacte. Il nous a laissé très très peu de clés, et il a fait exprès d'une certaine manière, c'est que Knopf aimait le mystère, aimait nourrir son œuvre de choses inconnues, de choses mystérieuses, de choses énigmatiques. Donc il n'y aura pas une explication mot pour mot, image par image de ces symboles, mais par contre, qu'est-ce qu'ils nous disent quand on prend un recul et qu'on voit tous ces différents éléments qui ont été posés dans cette œuvre, c'est qu'on a une forme d'artificialité, dans le sens qu'on a une forme de mise en scène. Ce n'est pas une jeune femme qu'on vient de surprendre chez elle. Vous pouvez imaginer les baigneuses de Degas, par exemple, ces jeunes femmes qui sont chez elles, en train de se baigner, en train de se coiffer. Il y a quelque chose d'instantané, il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de spontané. Ici, on voit que cette jeune femme n'est pas surprise. Elle pose d'une certaine manière, elle est dans un décor qui a été pensé, un décor en fait d'atelier. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit que l'artiste a peuplé d'objets. Il a décidé de poser ces éléments par-ci, par-là, et de constituer cet ensemble par sa seule imagination, par sa seule créativité. Il n'y a aucune volonté de représenter une scène réelle à travers ce tableau-ci. Et enfin, un élément dont je n'ai pas parlé, mais qui est très important et qui a dû attirer votre regard, c'est cette sculpture d'hypnose. C'est une sculpture qui va être représentée par plusieurs reprises dans l'œuvre de Fernand Knopf. C'est lui-même qui ajoute cette couleur bleue à l'aile d'hypnose, cette couleur bleue qui est la couleur du rêve, hein, de la poésie, donc il vient rajouter cette touche de couleur à cette sculpture. Cette sculpture est une copie d'une œuvre connue qui se trouve au British Museum, que Knopf a dû découvrir pendant ses études à l'Académie des Beaux-Arts ou lorsqu'il est allé à Londres. Et donc cette sculpture date de 350 à 200 avant Jésus-Christ. Alors évidemment, cette sculpture n'a plus qu'une seule aile, mais il faut imaginer qu'Hypnos, normalement, a deux ailes qui entourent son visage. Hypnos, c'est donc le dieu du sommeil chez les Grecs. Il a cette personnalité assez poétique dans la mythologie grecque, puisqu'il a donc le pouvoir d'endormir les hommes et les dieux. Donc c'est un personnage qui pour Knopf était très intéressant, puisque c'est le personnage qui ouvre le monde aux rêves. Et Knopf va donc avoir une copie de cette sculpture qu'il va réaliser en plâtre et qu'il aura même chez lui. Ceci est une photo de Knopf dans l'atelier que je vous ai montré, dans la maison au 41 avenue des Courses. Vous voyez sa copie de la sculpture d'Hypnos au-dessus de cette petite en fait, vitrine
en verre. C'était en fait une forme de petit temple dédié à Hypnos qu'il y avait dans son atelier. Et si vous voyez ici, on retrouve la devise de Knopf, on n'a que soi. Donc c'est son temple à sa pensée, à cette idée du rêve, du sommeil, de l'irréel et de ce recueillement sur soi-même, on n'a que soi, qui était donc l'une des phrases extrêmement importantes pour comprendre l'œuvre de Fernand Knopf. D'ailleurs, si vous regardez l'atelier, le grand atelier sous un autre angle, vous retrouvez ici la vitrine qui était sur l'image précédente avec la sculpture d'Hypnos, mais vous voyez aussi que Knopf avait gardé le tableau dont je vous ai parlé, I lock my door upon myself, dans son atelier principal. Donc il ne s'agissait pas des œuvres qui étaient en cours de réalisation. Ici, on est dans son atelier où il posait les œuvres importantes pour lui, ces œuvres qui faisaient partie en fait de son décor. Et vous voyez que chaque élément de ce décor est pensé, comme son temple à Hypnos, le cercle qu'il y avait au sol. Ici, c'est une sculpture de Von Stuck. Il y avait au plafond, au-dessus du cercle, une représentation de la constellation de Balance, qui était son signe astrologique. Donc, chaque élément de cette pièce, qui était son temple à lui, son temple à soi, son temple de création, puisque c'était son atelier, dans cette pièce, il avait décidé de garder cette œuvre et de la placer évidemment à côté de son Hypnos et de son temple à On n'a que soi. Et c'est pourquoi on pourrait en fait imaginer, après avoir vu cette œuvre, mais surtout après avoir découvert cette maison de Knopf, si on met les deux choses en commun, on peut voir cette œuvre comme une forme d'autoportrait symbolique, une forme de représentation de ce que Knopf avait déjà en tête, puisque cette œuvre, il l'a réalisée avant d'avoir réalisé sa maison, avant d'avoir réalisé son atelier. Cette œuvre représente donc une représentation de sa personnalité, de sa propre volonté d'isolement, sa propre volonté d'isolement, mais dans un monde du rêve, dans un monde du souvenir aussi, puisqu'il ne faut pas oublier avec l'hélice qu'il y a le passé, le présent, le futur, Bruges qui fait référence à son enfance, la mort qui rôde dans ce tableau, Hypnos qui amène le songe, le rêve, cette jeune femme avec ses yeux envoûtants, qui semble regarder et puis en même temps qui semble rêvasser aussi. Elle est un peu ailleurs, elle est en pensée dans un monde qui n'est pas celui du tableau. Et donc ce tableau qui paraît tout à fait symboliste, avec des éléments très codés, des éléments très énigmatiques, pourrait tout simplement figurer ce que Knopf ressentait en lui, sa propre personnalité, qu'il va ensuite en fait représenter dans une maison, qu'il va concrétiser par la construction de sa maison atelier et de son temple à soi. L'autre nom donné à cette maison de Knopf était le Castel du rêve, donc avec ces deux éléments, l'isolement du soi, mais l'ouverture par le rêve. Voilà, j'espère que j'ai pu vous amener dans un autre type d'évasion, cette fois-ci un peu plus loin du politique et de l'historique que celle précédente de Marin, mais vers un rêve, mais aussi vers une forme de valorisation du confinement pour un artiste comme Knopf qui donc valorisait l'isolement pour la créativité, mais surtout aussi la volonté de se sentir soi-même avec son œuvre pour pouvoir réaliser les tableaux dont il avait envie et de construire une maison en hommage à cette volonté d'être seul avec ses rêves. Donc j'espère que vous pourrez aller vous recueillir sur le petit pan de mur qui se trouve encore avenue des Courses, où vous vous souvenez aussi du 1 rue Saint-Bernard, qui est une très très belle maison et où la famille Knopf a vécu pendant longtemps. Certaines des œuvres que je vais vous montrer se trouvent au musée fin de siècle. Knopf est un artiste très important de ce musée et donc souvent représenté. Il y a beaucoup de ses œuvres qui sont exposées et j'espère qu'une fois que les musées seront réouverts, vous pourrez aller les voir. Et puis aussi, n'oubliez pas, comme je vous disais, que Knopf a réalisé une peinture murale très importante pour la salle des mariages à l'hôtel de ville de Saint-Gilles. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller sur la place Van Menen, de rentrer dans cette salle des mariages à Saint-Gilles, levez la tête et regardez les belles œuvres de Knopf qui ont été réalisées donc, à la fin de sa vie. Voilà,
Je vous souhaite à tous encore une excellente semaine. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'ils pouvaient partager ces vidéos. Évidemment, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Je les ai réalisées pour mes étudiants, mais évidemment, toute personne qui pourrait être intéressée, qui pourrait voilà, avoir ce petit moment d'évasion dans sa journée, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec eux. Et n'hésitez pas aussi à leur dire de juste s'inscrire à la newsletter sur mon site web, et alors ils recevront les vidéos comme vous tous les lundis. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.